Et bah du coup Manon, vas-y, je te laisse la parole. Tu voulais faire une sorte de récapitulatif un peu de l'histoire de la chasse aux sorcières, non c'est ça Manon? Je me souviens plus. C'est un petit peu ça en fait. Moi aussi je vais vous parler de chasse aux sorcières, je vais vous parler de la plus grande période des chasses aux sorcières en Europe à travers un ouvrage que vous avez peut-être déjà vu ou au moins dont vous avez déjà entendu parler. Il s'appelle en latin le Malleus Maleficarum, littéralement le marteau des sorcières. Eh oui. Donc sous-entendu, voilà, le marteau contre les sorcières. Eh oui. Vous connaissez ? Oui. C'est le bouquin pour l'Inquisition, pour buter des sorcières et comment les reconnaître et tout. Complètement, tout à fait. Donc c'est de ce bouquin qu'on va parler un petit peu et on va parler un petit peu de tout ce qu'il y avait autour, historiquement, quand ce bouquin est apparu. Et c'est pour ça que tu nous as dit que âme sensible peut-être s'abstenir à certains moments, c'est ça ? Voilà, parce que je vais faire quelques descriptions qu'il y a dans le livre, et notamment nous allons parler de soupe d'enfants, par exemple, et ça peut en choquer quelques-unes, donc j'essaierai de me rappeler de faire des petits trigger warnings, et sinon Marc en post-prod, je compte sur toi. Oui, on mettra quelque chose, on mettra un time code ou quelque chose dans ce goût-là. On l'avait fait pour une chronique où on mangeait aussi des enfants, donc super. Super, mais je vois qu'il y a une thématique dans ce podcast. Nicolas parle plus du coup, c'est depuis que je l'ai déconnecté. Non, parce que, en fait, je suis en train de relire ma chronique et enfin, Moi, c'est du trigger. Ok. Ça marche. J'avais complètement zappé. Et bah vas-y, Manon, nous t'écoutons. Allez, c'est parti. Donc le Malleus Maleficarum, c'est un traité de démonologie, donc c'est-à-dire l'étude des démons et mauvais esprits, qui a été écrit par 2 inquisiteurs dominicains. L'ouvrage est publié en latin à Strasbourg, alors on sait pas trop en quelle année, soit en 1486 ou 87, mais bon, c'est pas bien grave. Et d'autres versions et rééditions sont apparues dans toutes les principales langues européennes dans les décennies qui ont suivi. Alors qu'est-ce que le Malleus ? En gros, le livre a été écrit comme un manuel pour aider les autres inquisiteurs dans leur travail. Il dresse un portrait nouveau d'une menace bien en vogue à l'époque, la sorcière, et plus particulièrement la femme sorcière, mais ça on y reviendra. Il faut savoir que c'est pas du tout le premier manuel à destination des inquisiteurs, comme on le verra en parlant un petit peu de l'histoire de la chasse aux sorcières. Un siècle plus tôt, on avait déjà des livres du genre, comme le Directorium Inquisitorium de Nicolas Emmerich en 1373, et aussi des livres traitant de sorcellerie de manière plus générale, comme le Formicarius de Johannes Nidier en 1435. Ce Formicarius, ce fut le premier à mettre la femme en avant en tant que sorcière, en narrant un certain nombre de procès de sorcellerie menés par les collègues inquisiteurs que ce type-là va rencontrer au concile de Bâle, où on s'amusait bien apparemment. Mais force est de constater que c'est le Malleus en fait qui aura le plus grand succès, et en fait il tire son originalité de son caractère spécialisé dans la poursuite de l'hérésie de sorcellerie et de magie diabolique, sa doctrine influant aussi bien les catholiques que les protestants, qui, bien que persécutés eux aussi, participeront en fait largement aux chasses aux sorciers. Très vite, le livre va devenir une autorité indiscutable dans l'univers des juristes civils, et on peut suivre la montée des procès avec celle de sa diffusion. Et si je me suis autant perdue dans mes recherches, c'est d'ailleurs parce qu'il n'y a pas un seul article aujourd'hui qui parle de la sorcellerie à l'époque et de la chasse aux sorcières et qui ne mentionne pas le Malleus. Il a eu une importance en fait considérable, et notamment grâce à son grand nombre d'éditions, et surtout en fait il est arrivé pile poil dans une période d'instabilité, et il a apporté clairement une origine à tous les maux du monde, et cette origine, c'est la sorcière. Si ta récolte est pourrie, c'est la faute des sorcières. Si ton enfant est mort-né, c'est complètement la faute des sorcières. Si ton pénis disparaît, ne cherche pas plus loin, c'est la faute des sorcières. Surtout le pénis. Surtout si c'est ton pénis. Surtout. Et comme, à chaque mot c'est remède, ces sorcières, il faut les trouver, les juger, les condamner. Et c'est là que notre petit manuel, notre gros manuel, va trouver toute son utilité. Donc il y a 2 noms qui figurent sur cet ouvrage, et les 2 appartiennent donc à des religieux de l'ordre des dominicains. Le premier, c'est Henri Institoris, connu sous le nom allemand de Heinrich Kramer. Ce dernier, il était, et il est toujours d'ailleurs, une figure très controversée, mais aussi très éminente de son temps. Son travail d'inquisiteur en Allemagne, qu'il a exercé jusqu'à 75 ans quand même, on en a de la chance, l'amènera jusqu'aux portes du pape pour demander l'obtention de pouvoirs reconnus par l'Église. À votre avis, est-ce qu'il a eu ces pouvoirs reconnus par l'Église ? Non. Non. Si, il les a eu, bien sûr. Je pensais qu'après tous ces bons et entre guillemets et loyaux services, on l'avait jeté en plus derrière, tu vois. Je m'étais dit vraiment. Pas du tout, Oui, non, le pape l'adore. Je m'attendais pareil au truc de retournement, quoi. Ouais. Non, le pape l'adore, c'est son pote. Ok, très bien. Il adore tellement qu'en 1484, donc soit 2 ans avant la sortie du Malleus, donc c'est le pape Innocent VIII qui va produire ce qu'on appelle une bulle papale,
Donc c'est un document par lequel le pape appose un acte juridique. Cette bulle s'appelle Summis Desiderantes Affectibus, et dans cette bulle, il reconnaît que les sorcières sont réelles et nuisibles en tant qu'instruments de Satan. Donc en fait, à la suite de la visite d'Institoris, en gros, il lance pratiquement le signal de la chasse aux sorcières et organise une vraie lutte contre la sorcellerie, notamment en élargissant les missions de l'inquisiteur et en accordant à Institoris le pouvoir de mener une chasse aux sorcières à travers toute l'Europe. D'ailleurs, la bulle papale reprend essentiellement les idées d'Institoris sur le fait qu'une épidémie de sorcellerie et d'hérésie affecte la vallée du Rhin, en particulier dans les diocèses de Mayence, Cologne, Trèves, Salzbourg et Brême. Donc par ordre direct du pape, les autorités locales doivent à présent apporter leur soutien aux inquisiteurs sous peine d'être excommuniés. Bon, nous aujourd'hui on s'en fout complètement d'être excommuniés, mais à l'époque c'était un vrai délire. Donc bien que les chercheurs fassent remonter au XIIIe siècle les vraies prémices de la chasse aux sorcières en Europe, c'est vraiment cette bulle qui aurait été considérée comme le grand déclencheur des hostilités. Le second auteur de ce livre, il est inconnu jusqu'en 1490 lors de l'ajout d'un préambule au livre. Et en fait, ce préambule, c'est une approbation de l'université de Cologne. Et la ville était d'ailleurs vraisemblablement, durant le Moyen-Âge, un bastion un petit peu de la doctrine officielle. Et elle comptait à la fin du XVe 2000 professeurs et étudiants en théologie. Donc ce dernier auteur, c'est Jacques ou Jacob Sprenger. Mais dans les lectures qu'on peut faire, en fait, son rôle dans l'ouvrage, il reste très très obscur. Et en fait, on a beaucoup de doutes quant à son implication dans l'écriture du livre, vu qu'il arrive très tard dans l'équation. Pourtant, lui aussi, il avait sa petite notoriété personnelle, et c'est d'ailleurs cette notoriété qui l'a probablement rendu un peu occupé à l'heure de l'écriture du livre pour faire grand chose d'autre que juste mettre la tête par-dessus l'épaule de son collègue Institoris et vérifier si tout se passe bien. Ils avaient déjà travaillé ensemble, donc ça c'est pas vraiment étonnant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son statut de membre de l'université de Cologne l'a rendu, je pense, indispensable dans la publication du livre, parce que ça cautionnait l'ouvrage au nom de cette institution, bien que l'écriture en elle-même et que les témoignages soient quasi entièrement d'Institoris. Mais parlons-en un petit peu de cet ouvrage. Je sais pas si vous avez déjà eu la bête entre les mains. Moi, non. 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 Très bien. Ben, il porte très très bien son nom, parce que effectivement, si tu mets un manche dedans, il peut devenir un marteau, clairement. Ah ouais. Et aussi parce que sa lecture rend marteau. Madame. T'as pas une photo du coup Est-ce que j'ai une photo sur Dice and Bubble Sur Dice and Bubble, ouais, peut-être. Sinon, je peux rapidement mettre ma caméra avec le truc dans ma main, mais il est loin, il est rangé dans ma bibliothèque, je ne veux plus le voir maintenant. Attends, je vais le taper sur Google en fait. Il y a une photo où je le tiens dans la main. Je vais voir. Attends. C'est une photo où t'as plein de post-it dedans, non, c'est ça? Oui, tout à fait. Je vais voir. Ah yes. Ah oui. Il est énorme. Ah ouais. Il y a plein de post-it dessus. Oui. Mais d'ailleurs, en plus, putain, l'œuvre d'art qui sert de couverture, c'est ce qui te servait toi d'icône Messenger pendant un moment. Tout à fait. Et encore sur Discord. Et encore sur Discord d'ailleurs, effectivement. C'est quoi comme œuvre, pardon? C'est une œuvre de Goya qui s'appelle Le Sabbat des sorcières, je crois. Ah. Ouais, pour les auditeurs, c'est des dames qui sont autour d'un espèce de book sur lequel ils ont mis des trucs sur les cornes. Ça a l'air plutôt chouette comme ambiance. Bah écoute, ça dépend de quel point de vue, mais ça a l'air plutôt sympa. Oui, en tout cas, personne a l'air d'être mécontent en fait, donc je me dis qu'à partir de ce moment-là, c'est que tout le monde est consentant normalement. Ouais, c'est chill. Ça a l'air de bien se passer. Moi, ça me rappelle. On fait des cabanes, on protège les ZAD, tranquille. Ça me rappelle un peu la grotte d'Aodora en Sicile avec les gens qui tournent autour de deux mecs qui sont en train de s'étrangler et il y a des reines qui dansent au milieu, mais. Voilà, il y a un peu le même genre de délire, tu vois. Je pense qu'on pourrait faire un vrai corpus d'œuvres autour de cette mise en scène, tu vois. Oui, je pense qu'il y a moi, il y a un tableau de sorcière que j'aime beaucoup qui date de la Renaissance. Je crois que ça a été fait 10 ans après la Joconde. Ok. Il s'appelle Mélissa et ça a été fait par le peintre qui s'appelle Dosso Dossi. Mélissa comme le prénom? Ouais, tout à fait. Et en fait, c'est le sujet, c'est une sorcière d'une œuvre de fiction de l'époque, genre un peu de la fantaisie de l'époque, qui s'appelle Roland Furieux. Et je trouve que ce tableau est magnifique. Genre, il a été fait 10 ans après la Joconde. Et je trouve tu l'as posté où? Vachement plus. J'ai pas posté du tout. Ah, mais tu l'as cherché sur internet? Ouais, je l'ai cherché. T'as tapé quoi du coup? Ouais, pareil, ouais. Mélissa Dossi, D-O-S-S-I. Et je crois que c'est vraiment un de mes tableaux de la Renaissance préférés pour le coup. D-O-2-S-I, Mélissa Dossi? Ouais, c'est ça. Le chien est terrifiant. Ah putain, il y a un chien. Ouais, t'as vu? En fait, il y a énormément de détails dans ce chien. Regardez en haut à gauche, c'est des tout petits personnages. Il y a des mini-personnages bizarres. Qui ont été réduits en miniature, des sortes d'homoncules. Ça m'a fait un frisson. Ah, c'est bizarre. Et en plus, moi, je viens de voir, juste en dessous, là, sur Google Images, il y a
Il y a le tableau, et en fait, il y a une espèce de scan du tableau où en fait on voit un personnage qui avait été peint avant et qui a été recouvert, et il y a un personnage qui se penche au-dessus. Au-dessus. Ah, c'est badant. Ouais. C'est badant, allez voir. C'est génial. Ah, c'est génial. Donc en fait, elle Elle regarde regarde quelqu'un. quelqu'un, et il y a oui, plus et que quelqu'un personne. n'est plus là. À la place, il y a Ah ce ouais, chien. Stylé. Ah, ce chien, il est malade un peu, non? Mais moi, ça Non, me c'est met un dans le- esprit, c'est trop bien. Bref. Ouah. Bref, pardon. Merci pour la découverte. Merci, ouais, franchement, merci de ouf. Oui, donc on parlait du fait que ce gros bouquin est un très très gros bouquin. Pourtant, à la base, il a été édité dans un format assez rare, un petit in-octavo, donc c'est un bouquin qui fait 14 par 21 cm. Tout ça, tout simplement, hein, c'est parce que comme ça, les juges et les inquisiteurs pouvaient l'avoir dans la poche et le zioter discret pendant les procès, donc il y avait toujours une table des matières au début qui pouvait faciliter la consultation. Et donc malgré un texte pas toujours très clair qui traduit, en fait tout simplement la hâte avec laquelle ça a été écrit pour faire face très rapidement à la menace sorcière, en bon manuel, il s'organise de manière très rangée en plusieurs parties. Avant même le début du texte, on a quand même un préambule, avec, pas toujours dans cet ordre, d'abord l'apologie, donc sous-entendu la justification, écrite par Sprenger. Cette introduction va reprendre un petit peu la vision de l'Apocalypse selon Saint Jean, en expliquant que la sorcellerie fait partie de l'assaut final de Satan quand viendra la fin du monde, donc c'est quand même un peu urgent de la combattre. Ensuite, il y a la fameuse bulle papale d'Innocent VIII, qui vient légitimer le travail des inquisiteurs. Et pour continuer de se donner un petit peu une contenance, on a ensuite la fameuse approbation du livre par les professeurs de théologie de l'université de Cologne. Donc cette section présente ce que le livre prétend être, donc l'approbation unanime de tous les docteurs de la faculté. Et donc après tout ça seulement, on a le vrai contenu du Malleus. Celui-ci va se diviser en 3 parties. La première, c'est tout simplement les raisons qui justifient l'Inquisition. Cette partie, elle présente 18 questions concernant l'origine de la sorcellerie, les rapports entre démons et sorcières, leur pouvoir, ainsi que la question de la permission divine, ce que Dieu permet ou pas. Par exemple, on va y trouver des chapitres intitulés « Qu'en est-il des sorcières qui se livrent aux démons ?» Ou encore « Les sorcières peuvent-elles empêcher l'acte de la puissance génitale ?» Ou alors « Les sages-femmes sorcières font-elles périr les enfants et les offrent-elles aux démons ?» Sans oublier bien sûr des questions plus pratiques comme, et celle-là je pense que c'est ma préférée, affirmer l'existence des sorciers est-ce tellement catholique qu'affirmer obstinément le contraire soit absolument hérétique? Voilà, sans Wow. spoiler, je crois que c'est la de première sophistique. question. Ouais, de ouf. Si tu dis que les sorcières ça n'existe pas, c'est que t'es vraiment un hérétique. Ok. Donc sans spoiler, hein, la plupart des réponses à ces questions, c'est oui. Est-ce qu'il y a le choix? La deuxième partie du livre va présenter les voyages et expériences d'Institoris entre le Rhin et le Danube à la poursuite des sorcières. Avec des exemples donc très précis, des récits détaillés, on y dégage 2 grandes questions principales là aussi. La première porte sur les moyens de se préserver de la sorcellerie, et la deuxième sur les remèdes libérant des maléfices. Entre les deux, on va avoir des chapitres qui vont traiter de la manière dont les sorcières procèdent pour jeter les maléfices, le tout étayé bien sûr de l'expérience personnelle de l'inquisiteur à travers toute sa pratique des procès. Et enfin, dans la dernière partie, les auteurs nous enseignent comment on pousse à bout une sorcière, et ceci jusqu'au bûcher. Donc ils nous donnent le remède ultime contre tous les maux du monde finalement, l'extermination des personnes sorcières, à travers 3 parties qui expliquent comment commencer, continuer et finir un procès par une sentence de punition et châtiment, avec bien sûr plusieurs types de sentences applicables en fonction des cas. Mais on en parlera plus tard parce que je suis sûre que tout le monde a envie de satisfaire sa petite curiosité morbide. N'est-ce pas? Ouais. De ouf. On n'a pas le même niveau d'enthousiasme par contre, je vois. Ah non, mais moi je suis là pour me former. Hein. Mystique Jules a trahi son On camp. est noble. Mystique Jules. Ah, Mystique Jules, Moi j'ai le carnel. Hein. Ça durait de bosser un après. stagiaire, inquisiteur. Donc ce qui va aider à la popularité de cet ouvrage, c'est aussi l'arrivée de l'imprimerie. Le texte en fait va connaître plus de 30 éditions en latin entre 1486 et 1669, sur quasiment une tous les ans pendant plusieurs années. Les traductions modernes du XXe touchent encore plus de public, ce qui explique qu'il est encore aujourd'hui qu'il est très discuté dès qu'on parle de sorcellerie. Pour comprendre pourquoi le Malleus est apparu quand il est apparu, sa raison d'être, son succès, c'est indispensable pour nous bien entendu de nous pencher 5 minutes, ou 10 ou 15, sur l'histoire de la chasse aux sorcières à l'époque médiévale et à la période moderne. Donc une fois n'est pas coutume, faisons les choses chronologiquement. Dès le XIIe siècle, alors qu'elle est bien implantée, l'Église catholique fait face à l'apparition de contre-courants religieux appelés hérétiques,
dont le plus connu à cette période est très probablement celui qu'on appelle aujourd'hui le catharisme. Petite parenthèse, pour la précision, les hérétiques cathares ne se sont jamais définis comme cathares, et c'est un terme qui est arrivé beaucoup plus tard. Mais bon, pour des raisons pratiques, je vais continuer de l'utiliser pour cette chronique. Donc si jusque-là, en fait, les évêques, qui étaient responsables des églises locales, avaient suffi pour contrôler cette lutte contre les déviances religieuses, c'est lors de la prolifération du catharisme que les choses vont se corser, et donc l'église réagit en affichant une volonté politique de centralisation de l'église romaine. Cette réaction, elle va aboutir à la mise en place d'un tribunal de l'inquisition et de la perversion hérétique dans l'affaire de la foi, dont les premiers fonctionnaires sont recrutés parmi les frères prêcheurs de l'ordre dominicain, donc nos potes Institoris et Sprenger, ils font partie de cet ordre, rappelez-vous. Au XIIIe et XIVe siècle, les bases qui vont servir de socle très très solide aux persécutions qui vont suivre sont véritablement posées. Les théologiens, donc les personnes qui vont étudier la question religieuse en se basant sur les textes sacrés et les dogmes de l'Église, vont préparer le terrain et produire énormément d'outils intellectuels qui seront utilisés plus tard dans la chasse aux sorcières. Pourtant, à cette époque-là, les érudits et les théologiens, ils sont encore assez sceptiques, ou au moins mesurés, dans leur vision de la sorcellerie. Ils considèrent que, par exemple, que le sabbat c'est une invention, et pour eux, la sorcellerie, en fait, c'est plutôt associé au péché d'hérésie qu'au pouvoir surnaturel, sachant bien sûr que l'hérésie, elle aussi, est punie de mort. Donc déjà, c'est pas joli. Et d'ailleurs, on peut en parler un petit peu de l'hérésie, parce que dès le XIIIe siècle, c'est vraiment le festival de l'hérésie. Avant cette période, la société médiévale, elle est très christianisée, et ce, sous l'égide d'une seule institution ecclésiale. Mais dès l'arrivée du catharisme, protestantisme et autres salauds qui essayent de penser par eux-mêmes, l'église, elle se sent menacée. Et donc le diable, qui avant ça était craint, mais bon, sans plus, il devient l'objet d'une vraie construction juridique pour justifier absolument tous les comportements déviants. Et très vite, les hérétiques vont être diabolisés à base de discours remplis de références qui rappellent, sans aucune surprise, l'imaginaire autour de la sorcière, donc à base de sabbat, de fornication, etc., etc. Cette montée de la figure du diable, elle est telle que le pape Jean XXII, qui a été victime d'une tentative de meurtre sur sa personne, il accuse en partie la sorcellerie pour cette tentative de meurtre. Donc lui aussi va édicter une bulle papale, parce que c'est ce qu'on fait quand on est pape, en 1326, et dans laquelle il affirmera que les pratiques magiques, qui étaient tolérées jusque-là au moins dans les campagnes, avec tout ce qui était magie naturelle et bénéfique, que ces pratiques magiques sont directement dérivées de l'invocation de démons et que toute personne se livrant à de tels actes mérite, je vous le donne en mille, la peine réservée aux hérétiques. La mort donc. Entrons alors gentiment dans le XVe siècle. C'est le temps d'une réelle cristallisation de la sorcellerie et de ce qu'on appelle la démonologie, donc l'étude des démons et de leur influence. N'oublions pas que les personnes qui conceptualisent toutes ces disciplines-là, en fait c'est toujours les mêmes. Ouais. C'est des théologiens, des hommes de Dieu, et ça n'aide pas vraiment à avoir un recul sur les théories en question. Oui, il y a toujours une ligne directrice, Une ligne directrice, pardon. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas Michael qui nous aurait rejoint pour écouter ta chronique? Mika, ouais, il est là, c'est incroyable. Mais comme moi aussi je suis un peu un sorcier, je vais invoquer le pouvoir de l'amitié. Oh, ouais. Il est pouvoir de l'habitude, les amis. Et tout en représentation tous les jeudis soirs. Allez hop là. Si tu arrives juste à temps, j'ai pas encore commencé les descriptions salaces. Ouais, justement, je me suis dit que ça allait être juste passionnant, donc c'est pour ça que je m'étais mute tranquillement, donc merci pour cet accueil. Toujours. Et donc je vais religieusement noter le jeu de mots, parce que j'aime il est vraiment très très fort. Non, merci. Mais heureusement qu'il arrive, cet homme incroyable. Non. Je vais donc religieusement écouter ta chronique, Manon. En espérant que j'ai pas encore raté celle de Jules ou pas. Non, pas encore. Oh, let's go. De minuit. Et moi. Oui, ce que j'allais. Et c'est reparti, Manon. Désolé pour cette. Je me remue. Accueil. Pardon. Merci beaucoup. À la vôtre, les copains. Donc en Europe, c'est donc dans cette mouvance influencée par les pratiques et les persécutions de l'Inquisition pour éradiquer les hérésies que débutent dans les années 1430 les premiers procès pour sorcellerie, avec les procès du Valais dans l'arc alpin. Le catholicisme est secoué par la réforme protestante et les temps se troublent. De 1436 à 1499, le nombre de procès pour sorcellerie en Europe est désormais en moyenne 3 fois plus élevé qu'à la période précédente. Et comme les inquisiteurs sont vraiment très très occupés avec tout ça, c'est dans ce contexte de peur, d'insécurité, d'affirmation du pouvoir ecclésiastique que la justice laïque va se mettre à poursuivre elle aussi la sorcellerie.
Nos juges de campagne ont besoin d'une ligne de conduite, ils ont besoin d'un petit manuel, et c'est là qu'arrive notre Malleus Maleficarum. C'est aussi à ce moment-là qu'on voit se dégager un archétype d'accusés, des femmes, pauvres, isolées, âgées à peu près de 40 à 50 ans. Dans la bulle papale qui accompagne le Malleus, cette féminisation elle est encore implicite, mais dans le corps de texte, franchement il n'y a aucune pincette qui est prise et on affirme clairement que c'est la femme le problème. Mais comme j'ai dit, on y reviendra. Lors des 16e et 17e siècles, les choses s'accélèrent. Dans les années 1560 et 1630, c'est vraiment le cœur de la grosse vague de répression. Après ça, le mouvement de la chasse aux sorcières, il va ralentir et atteindre sa fin au XVIIe siècle. Et ça pour plusieurs raisons. En France notamment, le Parlement de Paris, il est de moins en moins impliqué vis-à-vis des œuvres de démonologie et surtout plus aussi rapide pour exécuter les sorcières. En plus, les superstitions et les croyances en des sectes de gens dotés de pouvoirs surnaturels, dont le but est de propager le mal, la dévastation, en fait tout ça, ça décroît un petit peu avec les ans. Il faut pas oublier non plus que à ce moment-là, il y a l'essor de la médecine, la stabilisation de la société, qui font qu'en fait la peur des maladies s'estompe, et en fait le besoin d'un bouc émissaire surnaturel devient peu à peu inutile. La présence même des sorcières est remise en question et devient vite considérée comme une simple superstition. Alors après, les dates varient selon les régions, mais la chasse aux sorcières, elle prendrait principalement fin dans les années 1680, en Europe bien sûr, parce que pour redonner une timeline, les affaires de Salem, ça arrive en 1692, donc c'est un petit peu plus tard. Je sais pas en quelle année tu situes ta chronique, toi Nico, mais... Toute fin du 16e. Oui, voilà. Donc l'histoire de la chasse aux sorcières s'étend sur plusieurs siècles. Le Malleus se situe pile poil au milieu. Durant toute cette période, il y aurait eu entre 30 000 et 60 000 victimes brûlées en Europe, pour presque 2 fois plus de procès, soit environ 110 000. Et encore, il faut prendre doucement ces chiffres-là, parce qu'en fait les sources sont très lacunaires, et on a beaucoup d'actes de procès, registres d'exécution ou documents comptables qui ont disparu. La plupart du temps, les victimes sont également dans l'ombre, et c'est l'historienne médiéviste Martine Ostorero qui a travaillé sur les procès du 15e, qui en fait dit qu'elle se rend compte à travers le procès verbal d'une seule affaire qu'il y a plein d'autres personnes qui ont été poursuivies et exécutées. Et quant aux pays les plus touchés, on va avoir en tête bien sûr l'Allemagne, avec 25 000 victimes environ, puis viennent la Lorraine, le Luxembourg, la Suisse, etc. etc. Est-ce qu'il y a un fait sociologique ou ethnologique qui fait que justement c'est plutôt dans les régions que tu as citées, Alsace, Allemagne, où ça se produit? Je sais pas, j'ai rien lu là-dessus. Parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, c'est toujours un peu ça qu'on a en tête. Et est-ce que les sudistes crament moins des sorcières? Est-ce que c'est un truc de ou est-ce ferveur religieuse? Est-ce que c'est en réponse à l'arrivée du protestantisme ou quelque chose comme ça? Je pense qu'il y a, de ce que j'ai lu en tout cas, je pense que c'est en très grosse partie en réponse au protestantisme. Ok, donc c'est pour ça que ça se passe sur les terres luthériennes en fait, concrètement. La plupart du temps. Ok, ça marche. Merci. Et parce qu'ils disent que dans le seul pays de Vaud, donc c'est un tout petit territoire, on recense 1700 mises à mort avec des pics de 25 bûchers par an. Le pays de Vaud, c'est le comté de Vaud en Suisse du coup? Et je crois. Ouais, c'est ça. Oui, du coup, c'est un bastion du protestantisme à la base. Ok. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme, carrément. C'est énorme. Donc en fait, on parle toujours des procès de Salem dans la culture populaire, mais chez nous, les persécutions, enfin chez nous en Europe, elles ont été horribles. Oui, c'est énorme, c'est des pogroms en fait. Ok. Merci. Avec plaisir. Mais revenons donc à notre marteau. Donc le Malleus, en tant que guide de chasse aux sorcières, il nous donne un très bon aperçu de ce qui fait une accusée de sorcellerie et de la manière de l'appréhender. Donc on a parlé très rapidement de la discipline qui est la démonologie, mais on n'a pas parlé du démon en question. Ah oui, parce que si démonologie, il y a... démon, il y a. Donc on va parler un petit peu de sa manière également de corrompre les hommes, car les hommes sont des créatures de Dieu. Donc je vous laisse imaginer qu'il y a eu tout un cheminement de pensée avant d'en arriver à cramer tout le monde. Donc au XIIIe siècle, on a un gentil monsieur qui s'appelle Thomas d'Aquin, que vous connaissez peut-être au moins de nom, il n'était pas saint à l'époque, maintenant il l'est. Thomas d'Aquin il s'intéresse à l'existence même du mal, et il rédige un ouvrage qu'il a appelé tout simplement Des Malots. À l'époque, ça arrange bien Thomas d'Aquin que le mal, il n'ait pas tant de pouvoir. Donc en fait, il va y théoriser le fait que le ou les démons ne peuvent pas interagir directement sur le plan physique. Ils vont donc devoir utiliser un ou une intermédiaire, les humains, en les corrompant. Cette vision, elle va être très largement reprise par Institoris et Sprenger dans le Malleus. Par exemple, pour vous donner une petite idée, c'est tellement repris que Thomas d'Aquin il va être cité explicitement au moins 143 fois dans le Malleus. Mais pour arriver à leur fin, ils ont pas trop de... Point trop d'originalité tout de même. Pour arriver à leur fin,
le démon de Thomas d'Aquin, il n'est pas assez puissant. Ils ont besoin que le démon il gagne un peu plus en puissance, voilà, sinon il ne représente pas une menace assez grande. Donc à partir du XVe siècle, et après toute une série bien sûr de masturbations intellectuelles théologiques, et parce que ça arrange bien encore une fois, on décrète qu'en fait, si, les démons, ils peuvent parfois prendre un corps physique, sous un certain nombre de conditions bien sûr, mais qu'en fait, les démons, ils n'ont pas intérêt à le faire, parce que comme nous le disent Institoris et Sprenger, l'offense envers Dieu, elle est beaucoup plus grande si, au lieu d'agir lui-même, le démon, il prend possession et il manipule une de ses créatures. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, l'âme du démon va venir s'assimiler à celle de la sorcière, et ben ça c'est le cœur de notre problème. Parce que si une sorcière est manipulée par le démon, en soi, elle n'est pas coupable de ses actes. Mais ça non plus, ça n'arrange pas, parce que si elle n'est pas coupable, ben il n'y a personne à punir. Mais fort heureusement, un problème, une solution, encore une fois, la sorcière, en fait, elle se donne corps et âme au démon, volontairement, en échange de ses pouvoirs. Et ben de ça, elle en est responsable. Mais bon, pas de panique, tout est expliqué dans le chapitre « Comment se fait la profession sacrilège et comment se rend l'hommage au démon ». Mais on ne va pas en parler parce que franchement c'est long et chiant. Donc les auteurs du Malleus, en plus d'étirer dans tous les sens les pensées à la base humaniste de Thomas d'Aquin, ils vont construire une toute nouvelle image de la sorcière. Cette image, elle va être décrite dans la première partie de notre ouvrage, et on peut faire un petit inventaire de ses super pouvoirs et méfaits. Donc notre sorcière, elle dépece et elle dévore des enfants, particulièrement les nouveau-nés. Elle provoque les catastrophes météorologiques, elle peut provoquer la stérilité, rendre fous les chevaux, se transporter d'un endroit à un autre dans les airs, en corps ou en esprit, comme vous voulez. Elle peut changer le cœur des juges et des magistrats pour qu'ils ne puissent plus lui nuire, et je pense que ça aurait été pratique pour elle du coup, mais bon, tant pis. Elle peut se doter de taciturnité pour résister aux tortures sans jamais verser une larme. Elle peut révéler les choses occultes et le futur, changer l'amour en haine, détruire les hommes et les bêtes par la foudre, rendre impuissants et voler les pénis, provoquer l'avortement et causer la mort des enfants au sein de leur mère. C'est ça. Et les auteurs heureusement qu'avec tout ça, on les bute, ces sorcières, parce que tu crois pas qu'on peut les laisser courir comme on ça? va quand même pas les laisser courir avec tout ce qu'elles sont capables de faire, ces bonnes dames là. Et bah dis. T'imagines, t'as une pauvre vieille meuf dans sa cahute, tranquille. Elle a rien demandé à personne là, et puis elle vient se prendre les foudres de Deus Vult. Ah bah elle doit être contente. Hein. Ah bah bien sûr. Bah les jeunes aujourd'hui, ce qui leur manque, c'est une bonne sorcière. Hein. Ah bah un bon inquisiteur, je sais pas. Ah bah, je peux te dire qu'ils auraient d'autres valeurs. Hein. Alors, et puis moi je peux te dire que ça filerait droit. Hein, vraiment. Ah bah, ça c'est. Je Pourquoi suis t'es belge d'un coup? Ah bah ça, ma bonne dame. Je suis belge. Je peux dire que ça file droit ici. Hein. L'inquisiteur belge, il perd toute prestance. Navré à tous nos auditeurs belges. Pardon. Navré à tous nos inquisiteurs belges. Pardon. Hein. Très spécifique. En activité. Il y en a qui s'éclate avec la soundboard, ça me fume. Bon, pardon. Pardon, j'en profite pour tousser. Les auteurs nous détaillent donc également le secret des onguents favoris de nos sorcières, en rapportant notamment les paroles d'une des sorcières qu'ils ont interrogées, et donc je résiste pas à vous partager ce que celle-ci aurait dit. Attention, trigger warning, nous allons parler de bébés morts. Avancez un petit peu dans l'épisode si vous voulez pas que... Voilà. Donc, nos sorcières, elles disent « Nous tuons les enfants dans leur berceau, même quand ils dorment à côté de leurs parents. Ceux-ci, après ça, pensent les avoir étouffés ou qu'ils sont morts autrement, de mort naturelle. Puis nous les enlevons secrètement de leur tombeau, nous les mettons à cuire dans un chaudron, jusqu'à ce que toute la chair se détache des os et devienne bien liquide. De l'élément le plus solide, nous faisons un onguent qui nous sert pour nos artifices, nos plaisirs et nos transports. » Ça vous paraît bien ou pas? On essaye? Allez, chaud. Moi je note. Hein. Blague. Oui, c'est bien. Des onguents pour les transports en vrai? Oui, voilà, les artifices, plaisir, transport. Donc je pense que ça fait crème de nuit, lubrifiant et huile de vidange. C'est fou. C'est l'ingrédient ultime. Donc en plus de mener des actions tout simplement effroyables, cette sorcellerie elle serait organisée avec des procédures de recrutement, des rites de reconnaissance, et le sabbat des sorcières, au cours duquel les sorcières se réunissaient pour vénérer le diable, danser, festoyer et se livrer à des orgies sexuelles et pratiquer le cannibalisme, wink wink Nico, et l'infanticide, constituait un des aspects essentiels de la croyance des sorcières au début de l'ère moderne. On l'a déjà un peu mentionné, mais en prenant un peu de recul sur ces croyances, on se rend facilement compte que toutes ces idées savantes sur le sabbat
correspond très étroitement, et là encore on s'y attend, aux stéréotypes traditionnels concernant les hérétiques. Les motanistes, les Pauliciens, les Bogomiles, Vaudois, Cathares, etc., etc., c'est tous des groupes qui ont été considérés par les autorités catholiques comme s'adonnant à ces pratiques. Et nos inquisiteurs, en fait, tout simplement, ils les connaissent très bien, ces activités d'hérétiques, parce que ça fait des années qu'ils les persécutent à eux. Donc, puisque les sorcières adorent le diable, et qu'eux aussi, c'est logique qu'on retrouve des pratiques similaires. Mais sa spécificité première, ce qui la caractérise vraiment, la sorcière du Maléus, c'est que c'est quasi systématiquement une femme. Et pour cause. Alors oui, je vous entends chouiner, ouin, il y a eu aussi des hommes condamnés pour sorcellerie, pourquoi on parle pas de nous? Oui. Alors, on a des traces d'hommes pratiquant la sorcellerie dans l'histoire, bien sûr. C'était complètement gratuit. Qui dit ça? Moi, j'ai pas dit ça, je suis un homme. Mais qui est le con qui a dit ça? Qui se dénonce? Allez-y, putain, ils ont reverse le... C'est clair. C'est magique. Donc pendant l'Antiquité, notamment, on a des histoires de sorcellerie qui concernent les hommes. D'ailleurs, les auteurs du Maléus s'appuient beaucoup sur des histoires de l'Antiquité, avec notamment ce qu'on appelle les tablettes de défiction ou de malédiction, dont Ismène a déjà parlé, d'ailleurs, dans une autre chronique. Ou encore, on a tout simplement beaucoup d'hommes chez les hérétiques, tout simplement, que les inquisiteurs donc prennent beaucoup en exemple. Donc, beaucoup ont été jugés, condamnés, on a des traces de procès importants, comme celui des agresseurs justement du pape Jean XXII, ou bien d'autres personnes encore qui se pointent à la cour des rois en disant « Je peux te guérir par magie de ta grande fistule ». Donc malheureusement, les affirmations d'un grand nombre d'auteurs et inquisiteurs comme Nidier, Institoris ou Sprenger, ou encore Delancre, en fait, ces affirmations indiquent que la sorcellerie était pratiquée principalement par les femmes, et ils identifiaient clairement ça comme une activité féminine. Donc pourquoi ? En fait, c'est très très simple. Pour les théologiens de l'époque, la femme est la cible parfaite, et ça c'est très facilement explicable. On nous dit dans le Maléus que la femme est inférieure en intelligence et en volonté, du fait d'une défectuosité originelle, parce qu'en fait, tout simplement, elle est née de la première femme, Ève, elle-même défectueuse, parce qu'elle est créée à partir d'une côte courbée. Donc, étymologiquement, le mot féminin, il est composé de fé, donc foi, et minus, en moins. Donc en gros, à l'exception de la Vierge Marie, en fait, la femme fait toujours preuve de moins de foi que les hommes. C'est une théorie tellement... Wow, non, mais jamais fait ce lien-là. Mais mec, en fait, c'est logique quand tu y réfléchis. Bah oui, mais en fait, tout est logique. Ça se voit. Logique. C'est normal. C'est... Voilà. Bah oui, ça se voit, les femmes sont bien quand plus tu le crédules que les hommes. Non, mais quand tu le dis, mais ça tombe sous le sens, en fait. Bien sûr. Elles sont beaucoup plus crédules, et c'est d'ailleurs pourquoi le diable, dont le but principal, c'est clairement de corrompre la foi, il va préférer s'adresser à elles plutôt qu'aux hommes. Institoris et Sprenger, ils développent ce point et ils tentent de démontrer qu'en fait les femmes sont impressionnables, intellectuellement enfantines, promptes à abjurer leur foi, excessivement émotives, ont une faible mémoire et manquent de discipline. Et comme ils y vont vraiment carrément, ils disent même qu'elles ont le seum, qu'en fait, qui les rend... et qu'en fait elles sont tellement deg d'être nazes que ça les rend méchantes. Et par exemple, il y a une citation qui dit « Parce qu'elles sont défectueuses dans toutes leurs essences, tant de l'esprit que du corps, il n'est pas étonnant qu'elles s'efforcent de causer plus de malheur à ceux qu'elles envient. » C'est gros incel. C'est clairement des incels, putain. Ouais. Plus c'est gros, plus ça passe. Je note, dans le carnet, je prends. Donc note, les meufs sont deg d'être nazes. C'est ouf comme ça rappelle certains discours, en fait. Moi, c'est ça qui me terrifie un peu. C'est terrorisant. Complètement, c'est fou. Ça n'a pas tant changé. Bah non. Donc les hommes comme les femmes peuvent être intellectuellement faibles et donc se faire piéger par le diable. Cependant, parce que ce type de faiblesse a été considéré depuis l'Antiquité comme un défaut particulièrement féminin, la sorcellerie a été inévitablement féminisée. Et donc on peut aussi se poser la question, est-ce que ça signifie que les hommes qui pratiquent la sorcellerie sont considérés comme des femmes ? En réalité, pas vraiment, ou pas d'une manière ouvertement sexuée. Les hommes sorciers n'étaient pas explicitement décrits comme féminins, mais par contre, ils étaient associés à certains traits qui les féminisaient implicitement. Donc par exemple, les hommes qui vont avoir besoin de magie pour augmenter leur virilité, c'est pas des vrais hommes. Il y a même certains historiens qui pensent que l'accent... Et non, mais voilà. L'accent, apparemment, il serait mis là-dessus exprès pour que les hommes, de peur de se féminiser, ne participent pas aux activités de sorcellerie. Donc finalement, ils ont plus peur de passer pour une gonzesse que d'être condamnés pour...
C'est génial, je trouve. C'est génial. C'est de la masculinité toxique en fait. Complètement. T'as pris une logique et juste on la pousse dans ses retranchements, quoi. Genre. Non, mais complètement. Bah, ok, on part de ce postulat-là, voilà ce que ça va donner à telle itération, quoi. Putain, mais... Il a la pelote, le mec, et il déroule. Et personne Il y l'arrête. va, mais il y va. Et tu il vois. y va. Ah, c'est l'auto. Il s'arrête jamais. Mais pourquoi s'arrêterait-il finalement, tu vois? Je veux dire, le mec a raison. Je veux dire, le mec, personne n'est là pour l'arrêter finalement. Don't stop me now. Ah, mais complètement. Le mec, il a un boulevard devant lui, il en profite. Elle est géniale cette chronique. Ah, vraiment, Non, mais parce qu'elle est pas finie. Donc pour résumer, notre sorcière du XVe siècle, elle se caractérise par le caractère nuisible de ses actes, sa faiblesse d'esprit et son manque de foi, donc sa féminité. Le Maléus reste en revanche très très vague sur les sabbats et autres assemblées, se concentrer davantage sur les relations sexuelles entre sorcières et démons, à travers lesquelles elle pactise avec eux et gagne leur pouvoir. Mais quand même s'il y a une très bonne logique derrière tout ça, ça explique pas pourquoi, alors que des hommes sont condamnés pour sorcellerie dans les siècles précédents, on assiste tout d'un coup à une montée de la misogynie, et en raison de la raison en fait de cette soudaine explosion, elle n'a jamais été expliquée de manière vraiment satisfaisante. On peut en revanche se pencher sur un phénomène qui n'a été que peu mis en lien et qui a fait des ravages à l'époque, la syphilis. Donc c'est l'article Syphilis, Misogyny and Witchcraft in 16th Century Europe, dans la revue Current Archaeology, c'est Anthropologie, qui nous expose cette théorie. Donc au XVe siècle, les Européens se retrouvent avec une maladie sexuellement transmissible, très virulente, et dont on a encore du mal aujourd'hui à savoir d'où elle vient géographiquement. Donc dès le XVIIe siècle, elle était tellement répandue qu'elle touchait probablement toutes les classes sociales. Donc rappelez-vous, une des rumeurs les plus répandues au XVe-XVIe siècle, c'est que les sorcières ont des rapports sexuels avec le diable et toute autre créature infernale passant dans le coin. Ces relations sexuelles, elles seraient à l'origine de nombreux de leurs pouvoirs, notamment celui de provoquer l'infertilité. Certains historiens rapportent justement que la plupart des accusations portées étaient dues à des maladies ou autres menaces sur la santé qu'on ne pouvait pas expliquer à l'époque. Les symptômes de la syphilis, c'est franchement pas joyeux, et ça attire quand même rapidement l'attention. Donc c'est des plaies, des ulcères, une perte de cheveux par endroits, des éruptions cutanées, c'est dégueulasse. Et la maladie, elle évolue en 4 phases, et si on survit à la phase initiale, les symptômes disparaissent presque, et on peut être porteur asymptomatique pendant plus de 20 ans, tout en étant bien sûr contagieux. C'est vraiment super. La syphilis, c'est exceptionnel. Donc dans les décennies qui vont suivre l'apparition de la maladie, en fait, on avait sans doute beaucoup plus de mal à identifier les personnes infectées. On voit alors naître une méfiance, alors disproportionnée je sais pas, mais une méfiance justifiée en tout cas, dirigée en particulier vers les femmes, considérées comme particulièrement susceptibles d'être porteuses d'une infection insoupçonnée. Parce que tout simplement ça peut pas être le sacro-saint pénis, vous en conviendrez. Ulrich von Hutten, chevalier et humaniste ayant vécu au XVIe siècle, lui-même va être victime de la syphilis et il écrit en 1516. Il persiste dans les parties intimes de la femme des lésions qui restent longtemps remarquablement virulentes. Elles sont particulièrement dangereuses parce qu'elles sont moins évidentes à l'œil de l'homme qui veut cohabiter avec les femmes en toute sécurité. Et c'est pour cette raison que l'affection est si pernicieuse, car ces lésions font qu'il est impossible d'éviter la maladie, car le corps des femmes de cette sorte est parfois terriblement infecté. Donc pour les femmes, la maladie elle a aussi une autre dimension, c'est que tout simplement si une femme enceinte est infectée, son enfant avait de fortes chances de l'être aussi. Dans les cas de syphilis, si le fœtus ne meurt pas, l'enfant-né va être très très affecté jusqu'à avoir des lésions cérébrales ou à tous les autres organes. Et donc c'est maintenant qu'il faut se rappeler que l'une des menaces et activités principales de la sorcière, c'est l'infanticide. À l'époque, toute l'Europe elle se remet encore de l'impact démographique de la peste noire. Et les femmes avaient généralement tendance à faire les frais de toute allusion à une négligence ou une malveillance qui entraverait la fécondité et la reproduction. En tant que mère, elles étaient accusées d'infanticide si aucune implication surnaturelle ne pouvait être déduite, et si c'était le cas, c'était les sorcières qui étaient la cible privilégiée, et du coup ça se mord la queue parce que la plupart des sorcières sont des femmes. Donc je vous laisse imaginer que déjà la populace est passablement misogyne, et qu'ensuite les choses s'arrangent pas maintenant qu'on se retrouve avec une maladie mystérieuse et inconnue, horriblement contagieuse, contre laquelle on n'a pas de remède, et qui est parfois indétectable et qui atteint les fœtus et les nouveau-nés. Donc selon certains historiens, il est franchement possible qu'au cours des XVIe et XVIIe siècles, presque autant de femmes aient été exécutées pour infanticide que pour sorcellerie. D'ailleurs, dans les années qui ont suivi l'avènement d'Élisabeth Ier en Angleterre, les registres montrent que les tribunaux royaux ont répondu aux allégations de ces deux crimes exactement de la même manière ou encore de manière très similaire.
Donc, sachant que la plupart des accusés étaient des femmes âgées de 40 à 50 ans, parfois veuves et donc hors de la société reproductrice, on comprend mieux pourquoi l'imaginaire populaire voit la sorcière comme une vieille femme ennemie de la nouvelle vie. En plus, plusieurs de ces vieilles femmes accusées étaient des sages-femmes, donc des femmes qui avaient le savoir et l'opportunité de tuer des nouveau-nés. Assez de ces vieilles sorcières étaient décrites comme misérables, lubriques et généralement antisociales, c'est en tout cas pour que Johann Weyer, médecin de la cour du duc de Clèves, suggère dès 1956 que de nombreuses sorcières étaient tout simplement atteintes de maladies mentales, qui expliquerait, en plus du fait qu'on les rendait volontairement zinzin sous la torture, les délires et les rapports qu'elles faisaient parfois lors de leurs interrogatoires. Et plusieurs facteurs auraient contribué à l'augmentation des maladies mentales au cours de cette période. La pélagre, par exemple, une maladie carentielle qui était devenue endémique dans certaines régions de France, d'Espagne et d'Italie, après l'introduction du maïs américain, a provoqué des troubles psychologiques. Mais en fait, surtout la syphilis elle-même, dès son premier stade, elle peut entraîner des troubles mentaux, de la démence et atteindre le système nerveux, pouvant aller jusqu'à des changements de personnalité qui pourraient en fait expliquer que les femmes aient été pointées du doigt. Nous avons donc maintenant l'image mentale de notre sorcière, le Maléus la décrit bien et le contexte social et sanitaire de l'époque nous explique pourquoi on lui fait porter tant de malheur. Si la lecture de l'ouvrage est franchement pas facile, entre termes juridiques, références bibliques et divines dans tous les sens, je résiste quand même pas à vous donner quelques petits détails croustillants de la manière dont les sorcières étaient traitées et appréhendées. Donc ces détails, on va les trouver dans la dernière partie du Maléus, celle qui examine par ordre chronologique les étapes du procès de la sorcière avec une grande précision. C'est donc un pense-bête à l'usage du juge laïque, qui serait pas habitué à ce genre d'affaires. Car si la sorcellerie relève de la foi de l'Inquisition, c'est à ces derniers que pour des raisons pratiques, Institoris abandonne l'essentiel de la tâche, à condition seulement qu'ils utilisent sa technique, la seule technique capable de confondre les coupables. Pourquoi la seule technique d'Institoris est efficace ? Parce qu'elle seule permet de vraiment prendre en compte l'infamie, c'est-à-dire la réputation d'avoir commis le délit, en fin de compte, le seul indice finalement sérieux qu'on ait au début de l'affaire, et qu'elle seule permet d'exercer sur l'accusé, enfermé au secret aussi longtemps qu'il le faut, les pressions psychologiques suffisantes, parce qu'Institoris quand même se méfie de la torture physique, même si ses émules n'ont pas toujours suivi son délire sur ce point, pour obtenir les aveux et les dénonciations de complices. Il faut pas oublier qu'Institoris, il a un seul objectif, c'est l'aveu. Pour l'avoir, et pouvoir donc condamner la sorcière librement, il va pas hésiter à user de tous les moyens en sa possession. Séduction, affrontements violents, emprisonnement pendant plusieurs années, surveillance constante pour éviter le suicide de la sorcière, et bien sûr, torture. Je ne résiste pas donc à vous donner quelques-uns de ces conseils à destination des juges. L'action suivante du juge est claire. La justice commune, en effet, demande que la sorcière ne soit pas condamnée à la peine du sang si on ne l'a pas convaincue de par son propre aveu. On peut la tenir pour manifestement coupable de perversion hérétique de par les indices du fait et de par les dépositions des témoins légitimes, comme on l'a dit dans la première question, mais il faut encore qu'elle soit exposée à la question de la torture pour confesser son crime. Donc, dans tous les cas, la sorcière est interrogée et on la pousse à confesser. Tant qu'elle n'a pas confessé, on passe pas à l'acte. Il nous dit encore, un juge ne doit pas être trop pressé de mettre la sorcière à la question. Par contre, il doit noter certains signes. La raison pour laquelle il ne doit pas être facile, c'est que sauf si la force divine, par un saint ange, concourt pour lever le maléfice du diable, elle se retrouve si insensible aux souffrances qu'on lui arracherait plutôt les membres que de pouvoir lui tirer une quelque vérité. Il ne faut pour autant pas y renoncer, d'abord parce que toutes ne sont pas aussi obstinées par ces maléfices, et ensuite parce que le diable, spontanément et sans y être contraint par le Saint-Ange, lui permet parfois d'avouer ses crimes. Alors donc, les sorcières étaient prises en charge, on les déshabillait, on les rasait entièrement, au cas où elles cacheraient une espèce de marque ou d'amulette sur elles, et ensuite on les forçait à pleurer devant le juge, et si elles ne peuvent pas pleurer, elles sont sorcières. Venait ensuite l'interrogatoire, et Institoris nous dit encore, pour finir, si le juge voit qu'elle ne veut absolument pas avouer ses crimes, il lui demandera si pour prouver son innocence, elle serait prête à subir le supplice du fer rouge. Toutes aiment beaucoup cela, car elles savent que les démons les préservent de la brûlure, mais c'est aussi là que l'on reconnaît les vraies sorcières. Alors on peut se demander, que cherche vraiment l'inquisiteur en poussant ainsi aux aveux ? En fait, ce qu'il veut, c'est qu'elle avoue, il veut qu'elle se trouve réduite à merci quand il la présente devant les juges d'empire et d'église. Quant à la peine encourue, on la connaît, c'est le bûcher. Dès l'ouverture du Maléus, on nous dit d'ailleurs que ça n'a pas toujours été le cas, et que si aujourd'hui on choisit la punition par le feu, c'est justement à cause du caractère féminin des accusés.
c'est pour satisfaire leur passion qu'elles folâtrent avec les démons, et c'est cette même passion qui va les brûler jusqu'au bûcher. Dans L'Inquisiteur et ses sorcières d'Armand Danet, c'est le texte qui précède mon édition du Malleus, ce dernier nous dit « La femme, signe de convoitise, foyer d'incendie pour le monde, n'est jamais assez neutralisée, parce que la sexualité n'apparaît jamais assez folle, déviante, diabolique pour cesser d'être séduisante. Dès lors, chaque emprisonnement de sorcière, chaque jugement de condamnation, chaque vêture de la robe d'infamie prend le caractère d'une tentative nouvelle pour en finir avec le mal de la sexualité dangereuse. » Imaginez en fait juste les inquisiteurs comme Frollo dans Le Bossu de Notre-Dame, quand il est en train de s'intoxiquer avec sa cheminée et qui chiale parce qu'il peut pas ken Esmeralda. Voilà. Donc on l'a dit et redit. Toujours aux incels. Oui, voilà, on revient toujours aux incels. Encore et toujours. Donc on l'a dit et redit, ce livre a eu énormément de succès. Mais est-ce vraiment à cause de son utilisation juridique et pratique ? Quand on y réfléchit, nous aujourd'hui, si on sortait un livre juridique, pas un fou succès non plus, s'il y avait que les juges qui l'achetaient. Donc pour certains historiens et historiennes, l'importance de ce livre dans la folie de la chasse aux sorcières, elle serait très facilement exagérée, et en fait ils attribuent cette chasse à des phénomènes de société généraux, on en parlait tout à l'heure, comme la réforme protestante ou l'arrivée de la syphilis, ainsi tout simplement à la fin de la féodalité, plutôt qu'à un simple ouvrage. En plus, il faut pas croire que le Malleus ait été soutenu par tous les hommes de foi et de justice, malgré ce qu'essaient de nous faire croire un petit peu, ce qu'essaient de nous faire croire les textes qui sont au début de l'ouvrage, notamment le texte des universitaires de Cologne. En fait, certains se sont opposés à Institoris, comme par exemple l'évêque Goldsner, en 1485, qui a fait libérer une cinquantaine de sorcières inculpées par Institoris à Innsbruck. C'est donc là qu'intervient un autre essai très intéressant, Witchcraft and the Western Imagination, disponible à la lecture sur JSTOR, et qui propose en fait une nouvelle vision de la démonologie, en soutenant que c'était pas juste un ensemble d'écrits théologiques et juridiques, mais qu'en fait ça pouvait faire partie d'une littérature de divertissement, qui pourrait en fait tout simplement expliquer son succès. En effet, on s'en rend vite compte, les démonologues qui écrivent les bouquins, comme le Malleus, ils utilisent des techniques littéraires telles que le dialogue, description hyperbolique de la danse ou du sabbat, le rapport d'anecdotes croustillantes, l'humour, la salacité et l'horreur. Au fil du temps, leur travail s'est croisé avec celui d'artistes influencés par les images classiques des sorcières qui ont commencé à produire des panoramas à élaborer du sabbat. L'héritage culturel de la démonologie est immense et il va aller jusqu'à influencer des représentations romancières ou théâtrales, notamment celle de Faust. Avec le regain d'intérêt pour la sorcellerie que va naître la fin du XVIe, le genre littéraire va complètement décoller. On va voir une poignée d'écrivains comme Del Rio, Boguet, Dano, Binsfield et Rémy surgir et développer tout leur potentiel littéraire. Ils présentent à eux tous des œuvres au style hétérogène en s'influençant les uns les autres. Presque tous les livres citent le Malleus et utilisent la technique bien éprouvée d'Institoris, c'est-à-dire entrelarder des tirades théologiques avec des anecdotes sordides. Les histoires qu'il raconte sont prédictibles, les sujets abordés aussi. On a une standardisation de la sorcellerie à base de séduction, de pacte avec le diable, de danse, de baptême et de sabbat, le tout formant une séquence très reconnaissable, tant qu'en fait, au moment où l'un de ses auteurs, Guazzo, écrit son Compendium Maleficarum, en fait, il était tout simplement possible d'y ajouter un guide illustré de la sorcellerie, et son texte est orné d'une série de lithogravures, représentant des sorcières dans des scènes lugubres, donc boucherie d'enfants, tutti quanti. Certaines personnes, même qui ont acheté l'ouvrage, ont même entrepris de les faire peindre à la main pour améliorer leur apparence et les rendre encore plus réalistes. De tels écrits sont certainement destinés à choquer, et c'est probablement ce qui a fait l'attrait du texte, un peu comme un film d'horreur ou certains types de porno continuent de s'inspirer aujourd'hui des images de violence comme divertissement. Et quoi de mieux, pour faire ça que le sujet de la sorcellerie qui permet de raconter toutes les saloperies possibles et imaginables et d'explorer tout un tas de thèmes. Et surtout, au moment où les auteurs écrivent ça, ce qui rend la chose très très attrayante, c'est ce qui est raconté, c'est censé être vrai. Mais ce qui laisse supposer qu'on a affaire à une littérature de divertissement, c'est aussi l'humour, qui est très très souvent employé dans le Malleus. Je résiste pas à vous partager un petit passage inoubliable sur les collections de bits que faisaient les sorcières. Oh bien. Apparemment, elle faisait des petites collections de bits et elle les déposait dans des nids d'oiseaux en paquets de 30. Voilà. What? Parce qu'elles aimaient ranger des choses. La monomanie, ce fléau qui touche les sorcières. Donc c'est peut-être un des symptômes de la syphilis, on ne sait pas. Détecter un TDAH, en fait. C'est exactement ça.
Attendez, vous êtes en train de me dire que Marie Kondo est une sorcière? Oh non! Petite citation qu'on trouve dans la partie 2 du bouquin. Un homme rapporte en effet qu'il avait perdu son membre, et pour le récupérer, il avait appelé une sorcière. Elle l'ordonna à l'informe de grimper sur un arbre et lui accorda, s'il le voulait, d'en prendre un dans son nid où il y en avait plusieurs. Lui... Il peut choisir Trop petit, trop mou, trop flasque. Ah, celui-là, il est pas mal, il est bien dur, bien ferme, je prends. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il fait à votre avis, le type? Et il prend le plus gros. Pour le plus gros. Bien sûr. Lui, Ouais, normal. il est d'en prendre un grand. C'est La juste un sorcière porno en fait, putain. lui- Mais complètement. Chelou, super chelou. La sorcière lui répond: ne prends pas celui-là, il appartient à l'un des curés. Oh. Ouah. Donc en fait, ce qu'on voit là, c'est clairement de la propagande dominicaine. Hein. En fait, c'est un petit fabliau sexy qui va être directement dirigé contre les concurrents des dominicains, donc le clergé paroissial. Et en fait, l'histoire, elle est pas à comprendre littéralement, elle se veut juste drôle, quoi. Et dans la démonologie, le drame et la prose se mêlent en fait, et on trouve cette mixture caractéristique de titillation sexuelle, intérêt dans les personnages, fascination pour le bizarre, l'humour. Et tous ces éléments, ils vont contribuer à la prochaine métamorphose de la littérature du diabolique. Et le thème de la sorcière, en fait, il va se développer jusqu'à sa récupération par les célèbres frères Grimm. Oh. Mais comme les croyances sur les sorcières qui ont été formalisées dans des ouvrages du type ont conduit à la mort de centaines de personnes, bah en fait, c'est juste assez difficile aujourd'hui de considérer des livres comme le Malleus comme autre chose qu'un bouquin dangereux et pathologique. On a du mal à imaginer que c'est juste un truc drôle, quoi. En fait, c'est un En bouquin qui a mal conclusion, tourné, quoi, en fait. Complètement. Ça tourne montre que mal. finalement, les mots que tu écrives peuvent parfois se retourner contre toi, d'une certaine manière. Après, je pense que le type était quand même Et assez C'était sérieux quand même dans un ce gros qu'il incel écrivait. de base, mais humoristique. voilà, mais C'est Bigard, et puis, putain. Voilà. C'est l'humour 4chan. En fait, c'est le captif de l'époque, finalement, tu vois. C'est la dark lit de l'époque, tu vois. Ça titille un petit peu, ça faisait frétiller les pénis. voilà, les humeurs, voilà. Ça... Mais Ah, en c'est vrai, en fait, c'est le complètement. forum jeuxvideo.com qui fait un bouquin, quoi. Ouais, c'est ça. Littéralement, ouais. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont pas de pouvoir. Enfin, si, Ouais. c'est justement pas un problème. C'est très bien. Continuez de pas avoir de pouvoir. Le problème, c'est qu'ils sont pas au pouvoir. hein. Merde. Et merde. Ça, c'est un vrai problème, effectivement. On dévoile notre vraie personnalité. Horrible. Donc en conclusion, le Malleus n'a clairement pas fini d'être étudié, et c'est assez incroyable de voir que cet ouvrage il peut être attaqué par énormément d'angles différents dans la recherche, donc théologie, droit, édition, psychologie, histoire des chasses, maladie, féodalité, mais aussi féminisme, et j'en passe. Ce que j'ai trouvé formidable dans l'étude de ce livre et de cette thématique, c'est de voir à quel point la religion et la spiritualité, donc des choses qui relèvent du fantastique, et s'opposant directement à la science, avaient été théorisées. Que ce soit à travers Thomas d'Aquin ou les auteurs du Malleus, on assiste vraiment à une démonstration logique, un vrai essai, qui est soutenu par des nouvelles disciplines qui étaient la démonologie et la théologie. Mais tout ça, c'est basé quand même sur des croyances et des superstitions. Donc je dois dire que je lis pas beaucoup de textes religieux, et que peut-être c'est le cas chez d'autres auteurs, mais j'y vois quelque chose de très semblable au complotisme. On théorise des conneries, on fait des démonstrations d'arguments qui ont l'air raisonnés et logiques, on finit par cramer des nanas à tour de bras, à torturer des centaines de personnes, Horrible. tout ça pour se rendre compte aujourd'hui que, merde, on a peut-être un peu merdé. Donc je dirais que À la boulette. la lecture Ah, la boulette. Dommage. Si la lecture du Malleus doit nous apprendre quelque chose, hein, au-delà du divertissement, bah, c'est sans doute de tourner notre langue dans notre bouche plus d'une fois avant de débiter des âneries, mais aussi que c'est peut-être l'ego de tous ces hommes qu'on aurait dû mettre au feu. Ça, c'est bien un précepte de sorcière, C'est ça. clair. Ça, c'est Attention en au reconnaître bûcher. quand j'en vois un. Attention au bûcher. Maintenant, on a le bouquin, on sait comment ça fonctionne. Ah, voilà. Je suis désolée, C'est c'était génial. si long. Ah non, Par mais hasard, c'est. tu rangerais c'est- ta Attends, base t'as sur coupé toi, tout le temps pour faire des blagues aussi, non. donc. Oui, t'es ouf. Ah ouais, non, mais moi, j'ai écouté C'est du trop début à la fin attentivement. Ouais, c'était très très c'est cool. gentil. Ben, Trop, trop bien. merci beaucoup Manon, du coup, franchement, Merci c'était à vous. c'était Merci très très beaucoup, très bravo. chouette. C'était très très chouette à faire aussi. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.